Bonjour de nouveau, merci de nous avoir rejoints pour cette première table ronde de l'après-midi. Restauration collective tout au long de la vie. Je vais vous présenter nos contributrices et contributeurs de l'après-midi, sans ordre particulier. Juste à côté de moi, Isabelle April, vous êtes la présidente du SNRC, le syndicat national de la restauration collective. À côté de vous, Marie-Pierre Mambrive. Donc Marie-Pierre, plusieurs casquettes chez vous. Vous êtes membre du mouvement Elles sont Food, mouvement des femmes dans la gastronomie en France. Également, vous appartenez à l'association de l'alimentation durable. Excusez-moi, j'ai un peu achoppé ce matin. Et vous êtes autrice d'un livre Mission cantine scolaire. Juste à côté de vous, Michael Girard, vous êtes le directeur général d'Elior France. Soyez le bienvenu, comme vous toutes et vous tous. Et David Briand, vous êtes, alors excusez-moi, pour ne pas écorcher votre mission, vous êtes président de l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration. Ce panel est très riche, il va nous permettre de balayer tous les aspects de la restauration collective dans ces métiers, que ce soit aussi bien les cantines scolaires, la restauration en entreprise, la restauration en maison de santé et tout au long de la vie, du plus jeune âge jusqu'aux âges les plus avancés. Pour ma part, je suis Antoine Violette. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde, comme plusieurs tables rondes pendant le Forum de France de l'alimentation. Et quand je ne fais pas ça, c'est-à-dire 99% de mon temps professionnel, je suis le directeur et le co-dirigeant et propriétaire des éditions BPI, la maison d'édition spécialisée en France qui fait les ressources et livres pour les écoles hôtelières. Nous allons rentrer dans notre discussion de l'après-midi. La proposition que je vais vous faire, je vais vous passer la parole dans un instant, Isabelle April, puisqu'on va commencer, si vous le voulez bien. Vous représentez le syndicat, donc le SNRC, vous représentez l'ensemble des acteurs. Alors, en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 syndicats en France pour la restauration collective, le SNRC et également Restoco. Mais en tout cas, vous allez pouvoir dresser un petit peu un portrait pour nous de la restauration collective en France, ses missions, sa mission sociale et sociétale, très importante. Petite phrase d'introduction pour nous toutes et tous. Un repas sur 2 en dehors du domicile est pris dans, j'allais dire un établissement, en tout cas, sous l'égide de la restauration collective. Alors, normalement, il est allumé. C'est tout bon. Donc je parlais de la mission en particulier, donc ce modèle de restauration collective, un modèle de santé publique, et puis comment est-ce que la restauration collective va délivrer ses repas sains, équilibrés et dans un juste coût. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dans la restauration collective, il y a 2 modes d'organisation de cette restauration collective. C'est soit un mode qui est pris en charge directement par celui qui a la charge d'organiser le service. Si on prend l'école, c'est la mairie. Et puis, il y a un autre mode de gestion qui est le fait de confier à une entreprise de restauration l'organisation et le fonctionnement de la restauration collective, quelle qu'elle soit, depuis la crèche jusqu'à l'EHPAD, en passant évidemment par l'école, l'entreprise, l'hôpital, la prison parfois, ou l'administration. Et donc la restauration collective qu'on appelle concédée, donc qui est prise en charge par les entreprises, elle représente à peu près 40% de la totalité des repas qui sont servis dans le cadre de la restauration collective. Donc, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais la restauration collective, globalement, c'est 10 millions de repas par jour. Effectivement, vous le disiez, c'est un repas sur 2 qui est consommé hors domicile dans la restauration collective. Donc, on voit bien la puissance de ce modèle qui permet quand même d'avoir un impact assez fort. Et puis, je pense qu'on ne se réjouit pas assez et on n'a pas totalement tous conscience de la chance qu'on a d'avoir un modèle de restauration collective comme celui qui existe en France, encore une fois depuis la crèche jusqu'à l'EHPAD. C'est quand même un modèle qui nous permet de donner accès au plus grand nombre à des repas sains, équilibrés, à moindre coût, avec une valeur nutritive et une qualité inégalée. Et surtout, d'abord,
et on l'a vu particulièrement pendant le Covid, c'est un outil de lutte contre la précarité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un sondage de l'Institut Montaigne qui dit que 37% des Français se sentent en insécurité alimentaire. C'est un chiffre phénoménal. Et encore une fois, pendant le Covid, on a vu que la restauration collective, et notamment scolaire, parce qu'elle avait disparu, parce que les écoles étaient fermées, c'était une catastrophe pour des enfants pour qui le seul repas vraiment équilibré, et même l'accès à un seul repas, c'était celui de la cantine. Donc on voit bien que ce modèle français, qui est une exception culturelle, c'est un outil de lutte contre la précarité alimentaire. C'est aussi un outil utilisé par les pouvoirs publics, et on en est très fiers, un outil de prévention santé. En fait, depuis quelques années, c'est pas nouveau, mais ça s'est accéléré depuis quelques années, on a une inflation réglementaire totalement exceptionnelle qui amène à une surenchère qu'on appelle de nos voeux, en termes d'approvisionnement, en termes de qualité nutritionnelle. On a vous avez certainement entendu parler de la loi Egalim, qui vient améliorer la qualité des approvisionnements, mais il y a énormément d'autres réglementations qui encadrent très strictement les conditions de délivrance des repas dans la restauration collective. Alors pourquoi je dis que c'est un outil de santé publique ? D'abord parce que je vous mentionnais tout à l'heure le nombre de convives et de personnes qu'on sert chaque jour. Cette quantité-là, elle permet d'avoir des leviers importants. Et c'est pour ça que à chaque fois que le gouvernement, ces derniers temps, avait une idée intéressante qui pouvait avoir un impact positif pour la santé publique, le premier secteur qu'elle touchait, c'est la restauration collective. Je vais vous donner un exemple sur l'interdiction du plastique et l'interdiction d'utiliser du plastique pour réchauffer les repas. Aujourd'hui, on a un texte qui impose à la restauration collective, qui interdit, à la restauration collective d'utiliser du plastique pour réchauffer les repas. Mais c'est le seul secteur qui aujourd'hui est concerné. Alors, encore une fois, le fait que la restauration collective soit prise pour remarquable et doivent être exemplaires, c'est très très bien. Mais si c'est un vrai sujet de santé publique, on s'interroge sur le fait de savoir pourquoi cette interdiction n'est pas plus large que ça. Même si on ne représente qu'un seul repas sur 2 consommés hors domicile, il en reste quand même quelques millions à côté de nos services. Donc c'est un outil utilisé pour améliorer la santé par l'alimentation. C'est aussi un outil qui permet finalement d'accompagner la transition alimentaire. Parce que quand on touche autant de consommateurs, et notamment depuis le plus jeune âge, on a un moyen, un outil pour faire de l'éducation nutritionnelle et changer les comportements alimentaires. Donc au-delà de ce qu'on met dans l'assiette, qui est aussi réglementé, puisque depuis la loi Egalim, on a l'obligation d'avoir dans l'école, par exemple, un repas végétarien par semaine, et parfois et même des expérimentations sur une alternative végétarienne par jour. Donc on voit bien que la réglementation, petit à petit, nous amène à cette transition alimentaire qu'on accompagne en tant qu'acteur de la restauration collective. Donc un vrai outil de transition alimentaire par les volumes qu'on touche et par la capacité, encore une fois, de faire de l'éducation nutritionnelle. Et puis enfin, c'est quand même un outil, et on l'oublie parfois, de cohésion sociale. C'est quand même le fait, la restauration collective, c'est consommer un repas ensemble au même endroit. Et c'est aujourd'hui, et je reprends encore les enfants, c'est souvent le seul moment où ils consomment un repas avec d'autres. Les modes de consommation dans les familles, c'est plutôt un plateau repas, pas forcément ensemble. Et le fait de garder cette culture de je consomme un repas avec d'autres au même rythme, il y a des études qui ont démontré qu'au-delà du fait que c'est bon pour le lien social, c'est surtout bon pour la lutte contre l'obésité. En fait, il y a des études comparatives qui ont été faites entre le mode de restauration scolaire en Angleterre, où ils viennent avec leur lunchbox et ils mangent un peu où ils veulent, et le mode de restauration scolaire en France, où les enfants sont à table ensemble.
non seulement le contenu de l'assiette est meilleur, mais surtout le rythme de consommation et du repas permet justement d'avoir d'être en meilleure santé. Merci pour ce tableau très complet qui pose le cadre de notre débat cet après-midi. Nous allons rentrer dans les différents âges. Vous avez évoqué le temps de repas pris ensemble pour les enfants à la cantine et en entreprise. Première étape, Marie-Pierre Mambrive, je vous propose qu'on parle un petit peu de cantine. Lorsque nous avons eu l'occasion d'échanger, soit à l'occasion de notre table ronde ou en préparant cet échange de cet après-midi, vous avez employé une expression que j'ai trouvée interpellante, c'est les états généraux du cordon bleu. C'est ma passion, le cordon bleu. Ceux qui me connaissent, qui sont dans l'assistance, le savent. Et je trouve qu'il à la fois avec sourire et à la fois met le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire qui est un peu caricatural. Je le fais à dessein. Je trouve que la caricature a l'avantage de braquer le projecteur sur une question. Donc, en regardant à partir de cette appellation un petit peu qui peut faire sourire ou pas, à partir de ces états généraux du cordon bleu, en tout cas, est-ce qu'on peut regarder un petit peu ensemble et sous votre regard le temps des repas à la cantine, qui est un moment de restauration collective? Bien sûr. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas dans l'assistance, je m'appelle Marie-Pierre, je suis ingénieure en agroalimentaire de formation et je suis aussi une maman très engagée sur le sujet des cantines scolaires. Il y a 9 ans maintenant, j'ai intégré une association de parents d'élèves et on m'a dit « Ah ben toi, tu t'y connais dans la bouffe, va à la commission menu des cantines, tu vas nous expliquer ce qui s'y dit ». Et moi, ce que j'ai découvert en m'intéressant aux repas servis dans l'école de mon fils, c'est que quand on est parent, on voit un menu devant la porte de l'école ou sur une application, qui est un menu qui est généralement varié, équilibré. Il y a des diététiciennes, diététiciens derrière qui les composent. Et il y a une réalité qui est le vécu de nos enfants. Et comme dans les EHPAD, ceux qui payent le repas ne sont pas ceux qui les consomment. Donc on vit la cantine par procuration à travers ce que nous disent nos enfants. Et j'ai eu envie de comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est là que j'ai réalisé que ce système était très complexe parce que cuisiner pour 100, 200, 2000, 20 000 enfants, c'est quand même pas comme cuisiner à la maison ou cuisiner dans un petit restaurant. C'est un système qui est sous de multiples contraintes dont vous parliez, que ce soit des contraintes réglementaires, que ce soit au niveau de l'hygiène, des approvisionnements, des températures, de la nutrition, etc. Et il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas tout ça et qui ne comprennent pas ce qui se cache derrière le prix qui leur est facturé et qui comprennent encore moins que le prix réel du repas est bien plus important pour la collectivité. Et du coup, moi, j'ai voulu creuser ce sujet-là, essayer de comprendre comment ça se passait pour mes enfants, et puis aussi comment ça se passait ailleurs, s'il y avait des modèles un peu différents, si on pouvait s'en inspirer. Et effectivement, il y a plein de modèles de restauration scolaire. Vous l'expliquiez, ça peut être géré par une société privée ou par la collectivité. Le repas peut être cuisiné sur place ou dans une cuisine déportée, plus ou moins grande. Ça peut être cuisiné le jour même ou plusieurs jours à l'avance. Et ça, c'est vrai qu'une fois qu'on comprend comment ça se passe, on est plus à même de comprendre les difficultés. Et ce que j'ai voulu faire, c'est essayer d'amener du rationnel derrière un sujet qui est très émotionnel. On a tous des souvenirs de cantine, plus ou moins joyeux. Bon, les miens n'étaient pas très joyeux. On a des enfants qui sont plus ou moins contents d'aller à la cantine, mais ça reste des sentiments très personnels. Donc avec l'association de l'alimentation durable dont je fais partie, on est allé, avec l'IFOP, organiser une grande consultation auprès des familles. On a interrogé les parents et les enfants. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'on a quand même la moitié des parents qui ne sont pas satisfaits de la cantine de leurs enfants, donc à travers ce qu'ils en entendent de leurs enfants, et qu'on a un tiers des enfants seulement qui disent aimer beaucoup la cantine. Et quand on leur demande pourquoi, et ça rejoint ce que vous disiez, ils sont 2 tiers à nous dire qu'ils aiment bien la cantine parce qu'ils mangent avec les copains. Et ils ne sont qu'un quart à nous dire qu'ils aiment la cantine pour ce qui leur y est servi. Et ça, nous, on trouve que c'est quand même un petit peu triste parce que derrière, il y a de gros efforts en termes de sourcing, en termes de cuisine, etc. Mais on se dit qu'il y a un trou dans la raquette et qu'il y a un gros décalage entre l'intention et la réalité du vécu de nos enfants qui se traduit malheureusement par du gaspillage alimentaire parce que dans l'étude qu'on a faite en interrogeant 1 millier de familles, on n'a qu'un quart des enfants qui nous disent qu'ils finissent systématiquement le repas. Donc nous, on a envie de comprendre
pourquoi. Et quand on leur demande, c'est essentiellement parce qu'ils n'aiment pas ce qui leur est servi, ou alors pour les plus petits parce qu'il y en a trop. Donc ça amène à s'interroger sur comment font ceux qui arrivent à limiter le gaspillage. Et on voit qu'il y a plein d'exemples vertueux. Et moi, je trouve qu'on oppose souvent les modèles et que c'est assez stérile et que ça amène à beaucoup d'inertie. Et moi, je crois beaucoup au partage de bonnes pratiques pour qu'on aille prendre les bons exemples où qu'ils soient pour essayer de faire bouger les lignes ensemble et en se comprenant davantage. Michael, Isabelle, vous souhaitez... Bon, je vais répondre. Merci Marie-Pierre. Je vais répondre directement. Marie-Pierre, je vais te prêter le... Voilà. Ah, pardon. Donc, je suis complètement d'accord avec vous, en tout cas, sur cet enjeu d'amener plus, en tout cas, d'éducation au goût et également aussi plus de communication. Moi, je dis assez facilement, il n'y a pas de ligne rouge entre le prestataire qu'on peut être au sein du SNRC, les établissements et les familles. On doit ouvrir nos portes. On doit valoriser ce qui est réalisé. Aujourd'hui, on est contraint, d'un point de vue réglementaire, c'est évoqué par Isabelle, par la contrainte Egalim, par des produits de qualité, par un sourcing de qualité, par des contraintes où là aussi on peut produire sur des cuisines centrales 1000, 2000, 10 000 repas, mais on cuisine. À la maison, on a des petites casseroles. Dans les cuisines centrales, elles sont un peu plus grosses et on a là quelques exemples. Il y en a une juste à côté, là. Et encore celle-là, elle est toute petite. Qui peuvent être vous avez utilisées. des sauteuses, vous avez des fours. Ça vous donne un petit aperçu du type de matériel qu'il y a dans ce qu'on appelle les grandes cuisines, les cuisines centrales. Et donc, on a un enjeu fort tripartite, donneur d'ordre, famille, prestataire de restauration, de valoriser ce qui est réalisé et de communiquer. Moi, je tiens beaucoup, en tout cas, aux portes ouvertes des cuisines. C'est d'inviter les familles à venir voir nos produits, à venir voir les modes opératoires, à rencontrer nos équipes de cuisine. On a un métier où aussi il y a beaucoup d'humains. Donc là aussi, la relation aux équipes, la relation aux partenaires avec qui on travaille, elle est très importante. Et ça, cet enjeu, en tout cas, on doit l'adresser encore mieux demain pour valoriser en tout cas tout ce qui peut être produit au sein de nos cuisines avec des produits, et Isabelle le disait dans son introduction, on parle de cuisine saine et responsable, avec des approvisionnements de qualité, mais aussi, et il faut le comprendre, des contraintes sanitaires. On ne pourra pas manger un steak haché saignant à la restauration scolaire. Tous ces sujets-là, en tout cas, on doit les aborder ensemble pour réussir, en tout cas, à valoriser cette restauration. Isabelle. Oui, moi je voulais juste apporter un début de réponse à la question que vous posiez. Pourquoi certains enfants disent qu'ils mangent trop et pourquoi certaines organisations arrivent à justement bien doser. Là, c'est l'État qui est responsable. Parce qu'on a une réglementation qui ne suit pas les besoins des différents âges de nos convives et qui s'impose à nous. Elle date de mémoire de 2018 ou 2011 même. Ça a un nom à coucher dehors, GEMRCN. À vos souhaits. Voilà. Et en fait, cette recommandation qui est devenue une obligation dans le cadre des cahiers des charges auxquels on répond, elle nous impose des grammages qui sont beaucoup trop élevés par rapport aux besoins des convives. Et pour autant, on ne peut pas s'en affranchir. Nous, prestataires, quand c'est effectivement dans le cahier des charges. Et donc, c'est le problème que ce soit dans les cahiers des charges. Il ne faudrait plus que ça y figure. Oui, mais parce que c'est la seule, c'est la seule réglementation qui existe. Donc les collectivités... Alors, question peut-être qui se pose dans l'esprit de notre public. Qui rédige ces cahiers des charges ? Alors ça peut être la collectivité elle-même, ça peut être des assistants maîtrise d'ouvrage qui accompagnent la collectivité dans cette rédaction. Et on voit qu'on a des personnes derrière des humains avec des sensibilités différentes, des niveaux de compréhension des enjeux différents. Et parfois, je le dis, ça va être un peu cash, mais il y a certains cahiers des charges qui sont un peu écrits avec les pieds, avec des demandes qui sont surréalistes ou au contraire pas assez d'ambition et on est un peu loin des préoccupations actuelles dans certains cahiers des charges qui semblent sortis d'un autre temps. Ce qui fait la passion de notre métier, en restauration collective, par rapport à ce qu'on peut retrouver en restauration commerciale, c'est qu'on doit être très agile et s'adapter au cahier des charges de l'environnement dans lequel on est. Moi, j'aime à dire, en restauration collective, on doit être en capacité de mettre de 2 € à 20 € dans l'assiette et s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Donc, en effet, les cahiers des charges avec des donneurs d'ordre publics ou privés sont réalisés soit directement par eux, soit par des assistants maîtres d'ouvrage. Mais derrière, on doit être en capacité, nous, de nous adapter à l'environnement dans lequel on est. On a des clients qui nous demandent 100% de produits Egalim et d'autres qui peuvent aussi s'en contraindre et on doit s'adapter à l'environnement dans lequel on est. David Briand, à ce moment de la discussion, j'ai envie de vous inviter. C'est gentil, merci. Mais oui, parce que
avec votre casquette d'ingénieur de l'Union, enfin de président de l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration, vous travaillez au profit de l'ensemble des âges et des populations, parce que à l'hôpital, en tout cas en maison de soins et à l'hôpital, on accueille l'ensemble des âges. Et quand j'entends cahier des charges, je m'adresse à l'ingénieur qui est en vous, parce que vous allez mettre des choses en musique. Et est-ce que vous pouvez, on va rester un moment sur cette notion de cahier des charges sous votre regard à vous, Oui. et est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu de chair autour de cet os pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça se passe? Parce que qui dit soignant en pédiatrie, qui dit soignant en oncologie, qui dit soignant en chirurgie, en ambulatoire, en gériatrie, à chaque fois c'est un cahier des charges, c'est des besoins et des attentes différentes. Donc là, déjà, moi j'ai adoré toutes les interventions. Voilà, il faut savoir que je viens de la restauration privée, les sociétés de restauration collective aussi, qui je pense sont un bon lieu de vie aussi pour apprendre son métier. Très très important. Donc je suis responsable de la restauration au milieu hospitalier. J'ai entendu nourrir, j'ai entendu plaisir. Et puis là, on va parler de guérir. Donc c'est important de comprendre la structure dans laquelle on évolue en fait. Et tous les messages peuvent être différents d'un hôpital à un autre. On va dire que la notion ou la vision de restauration collective dépend aussi de l'appétence un petit peu de la direction et on va dire de la vision de la direction sur la restauration collective. Alors oui, je suis hospitalier, j'essaye de bien nourrir du 1er janvier au 31/12. C'est pas tous les jours facile, c'est contraignant. Et la cerise sur le gâteau, c'est que pour avoir fait énormément de restauration, que ce soit scolaire, gastronomique, militaire, je reviens à Paris, mais je suis pas parisien. Et j'ai travaillé pas très loin au Georges V à Paris. C'était il y a très longtemps. Mais en fait, la restauration collective hospitalière, pour moi, c'est celle qui a le plus de contraintes. Celle où j'ai jamais vu autant de contraintes, en fait. Voilà. C'est la plus difficile restauration collective que j'ai eu à réaliser. Je suis cuisinier de métier. Pourquoi ? Pour le simple fait qu'on a séparé la cuisine de la salle. Voilà. Et depuis toujours. Et quand on sépare la cuisine de la salle, on interprète. On n'est pas à la fois face aux clients et à la fois face aux enjeux de la cuisine centrale. Pour résumer, le fameux cahier des charges, le fameux CCTP, moi je le vois plus aujourd'hui comme une définition de besoin. C'est-à-dire vous avez votre vision et bien vous la couchez sur écrit. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? Le copier-coller. Je vais aller vite, j'ai pas le temps. Tiens, je vais prendre un cahier des charges de la ville de Vélizy et puis je vais l'associer à la restauration collective du CH de Morlon. Ça va pas coller. Centre hospitalier. Voilà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de sensibilité, il y a trop. C'est la nourriture, c'est de l'affectif, c'est le lien à la vie. Comment définir la bonne restauration pour une personne âgée ? Comment la définir pour un patient de 9 ans atteint d'un cancer ? Ça veut dire qu'il faut absolument bouger de sa cuisine. Et l'enjeu, c'est comment bouger de sa cuisine entre toutes les contraintes qu'on peut avoir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a zéro ennui et il y a zéro temps de perdu, quoi. Vous venez de dire quelque chose, séparer la cuisine de la salle. C'est-à-dire vous venez de faire re-rentrer dans cette discussion le personnel de service. Car en restauration collective, comme dans toutes les dimensions de la restauration, et plus largement de l'hôtellerie, ce mot anglais qui dit hospitality, qui est hospitalité en français, il y a le personnel qui est au cœur. Nous avons, dans ces métiers, une charge commune qui est celle de prendre soin et de nourrir les autres. Je me tourne vers vous, Michael Girard, et Isabelle, vous reprendrez la parole à la suite, et Marie-Pierre, vous reprenez la parole quand vous voulez. Je voudrais qu'on parle un petit peu du personnel. Parce que dans nos métiers de service, on parle très souvent, alors à la télé, on a Top Chef. Il n'y a pas de Top Chef pour les maîtres d'hôtel, les sommeliers, je le regrette, parce que ça serait aussi mettre ces métiers sous la lumière. Mais en restauration collective, en fait, s'il n'y a pas le personnel, il ne se passe rien. Est-ce qu'on peut en reparler ensemble ? Alors, on peut parler de cahier des charges, de CCTP, CCAP, AMO, offre commerciale sur papier glacé. Mais le nerf de la guerre, c'est nos équipes. C'est nos équipes qui œuvrent au quotidien
pour délivrer une prestation de qualité. Et on est dans un environnement, moi à titre personnel, j'ai fait un CAP de cuisine, j'ai fait un BEP, un bac. Jamais j'aurais pensé à la restauration collective. Jamais dans mon lycée hôtelier, on a valorisé la restauration collective. On valorisait la restauration gastronomique, les traiteurs et autres. Jamais la restauration collective. Aujourd'hui, quand on se déplace dans les lycées hôteliers, qu'on parle de restauration collective, les jeunes connaissent plus Guillaume le cantinier qui a fait un post sur TikTok que le prestataire de restauration qui assure la restauration sur leur lycée. Aujourd'hui, on a cet enjeu de valoriser ces métiers de la restauration collective dans les lycées, dans les écoles hôtelières, les CFA. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la ressource aujourd'hui, elle est chez nous. Et on a un enjeu au niveau de la branche et au niveau du SNRC, c'est de travailler sur la formation de nos collaborateurs. C'est former nos collaborateurs, la ressource, nos plongeurs, nos caissiers, nos employés de restauration, nos chauffeurs-livreurs. Quand on leur remet, on les met en situation de formation qualifiante, derrière, la ressource, elle est bonne pour le métier. On a une pyramide des âges aujourd'hui qui nous montre qu'il y aura plus de sortants sur le marché dans les 10 prochaines années sur les postes de cuisinier, chef gérant, que d'entrants. Donc cet enjeu, premier enjeu, c'est du tutorat, mentorat avec les sortants sur le marché. Deuxième enjeu, ça va être de former nos équipes dans les plans de succession. Et troisième enjeu, ça va être de l'attractivité du marché, du métier de la restauration collective auprès des lycées hôteliers et auprès des différents acteurs. Je ne peux qu'abonder dans votre sens avec ma mission qui est celle de fournir des contenus de formation pour l'ensemble des écoles hôtelières, des lycées, des centres d'apprentissage. Il faut bien comprendre que il faut que les métiers soient attractifs, vous disiez, mais on a oublié quelque chose dans notre grande école hôtelière française qui comporte elle est revenue, ouais. Plus de 300 établissements, des lycées privés, des lycées publics, des centres d'apprentissage privés, publics, des écoles de renom. Parmi les gens qui vont décider de rester dans nos métiers, parce qu'en fait, finalement, post-diplôme, il n'y en a qu'un sur 5 qui reste. C'est très très peu. Mais 70% vont se tourner vers vos carrières. Mais on a encore énormément à faire et bizarrement, on a un grand paradoxe, c'est que dans nos écoles aujourd'hui, on n'aborde pas la restauration collective. Ça va changer à partir de l'année prochaine, enfin. Nous sommes nombreux à le demander. Le bac professionnel va intégrer à partir de sa réforme de l'année prochaine une initiation, un premier tronc commun au métier de la restauration collective. David, vous avez envie de réagir ? Oui, je réagis parce que là, l'opportunité est trop grande. Je suis administrateur du futur projet de l'école de restauration collective à Poitiers, sous couvert de la région Aquitaine et en partenariat avec le chef Régis Marcon. Donc, en plus, coup de bol, je suis à Poitiers. Il n'y a pas que le Futuroscope à Poitiers, mais coup de bol, il y a aussi un essor pour la formation. Et l'idée va même plus loin, c'est qu'en fait, il y a vraiment un partenariat avec l'hôpital, les CROUS, la région, la restauration territoriale, pour dire qu'en fait, c'est même, vous l'avez dit, madame, c'est même un intérêt public parce que on voit, nous, derrière à l'hôpital, les maladies créées par la mauvaise restauration qui finalement, et on est tous là pour la même chose, créées par le manque de formation qui, à un moment donné, crée de l'insatisfaction dans nos salles de restaurant. Isabelle, vous avez envie de compléter. Juste sur et ce après, sujet, Marie-Pierre, j'ai une question pour vous. Je pense qu'on néglige la nécessité effectivement de former aussi les personnes qui sont auprès des... On parlait des enfants tout à l'heure, qui sont auprès des enfants au moment de servir les repas. C'est eux qui sont clés pour que les enfants consomment aussi, pour leur expliquer ce qu'il y a dans leurs assiettes, leur donner envie. C'est vraiment le moment clé pour qu'ils apprécient le repas et puis pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Et pour rebondir, je pense qu'on a un défi collectif, c'est à partir des plus jeunes, de faire en sorte qu'ils apprécient la cantine et qu'on puisse les y retenir le plus longtemps possible. Parce que le collégien qui ne va pas être satisfait de sa cantine, il aura vite fait d'essayer de négocier avec ses parents de ne plus y aller, de récupérer le tarif de la cantine pour se nourrir à l'extérieur. Et on les voit, on le sait. Il y a quand même de fortes chances qu'ils atterrissent dans des enseignes pas très vertueuses au niveau de la composition de leurs produits, ou qu'ils se nourrissent exclusivement d'un paquet de chips et d'une bouteille de soda. Et ça, c'est quand même dramatique. La cantine, elle apporte ce repas équilibré, varié. On sait que l'adolescence, c'est l'âge de la transgression. On a envie de faire précisément ce que les parents ne veulent pas qu'on fasse. Mais
mais on a ce pouvoir autour de la cantine de faire en sorte que nos adolescents continuent à bien se nourrir le midi pour pouvoir bien étudier. Isabelle, je vous repasse la parole dans une seconde. Je voudrais accueillir Christian Tête-Doigt qui vient de nous rejoindre. Christian Tête-Doigt, vous êtes un des meilleurs ouvriers de France en cuisine. Vous êtes également chef étoilé à Lyon et vous êtes le président des Maîtres Cuisiniers de France, qui est une des principales associations gastronomiques. Je suis très heureux de vous accueillir autour de cette table ronde restauration collective tout au long de la vie. Rapidement, dans un désordre absolu, juste à côté de moi, Isabelle April, présidente du SNRC, le syndicat national de la restauration collective. À côté d'elle, Marie-Pierre Mambrive, qui est plus particulièrement investie dans les cantines scolaires, entre autres autour de son livre Mission Cantine scolaire. À côté de Marie-Pierre, Michael Girard, le directeur général d'Elior France. David Briand, qui est le président de l'Union des ingénieurs en restauration en secteur hospitalier. Je reviendrai vers vous dans quelques secondes pour qu'on puisse inclure la dimension chef et goût. Isabelle, je vous rends la parole. Merci. Merci de me rendre la parole. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le coût de la mauvaise alimentation. Maintenant, on le sait, et c'est quand même un progrès, parce qu'on a toujours su qu'il y avait un lien entre l'alimentation et la santé. Maintenant, on sait combien ça coûte. C'est 125 milliards d'euros par an. Et en fait, ce qu'on appelle, nous, de nos voeux, c'est que la restauration collective soit considérée non plus comme une dépense, et où on cherche à avoir le prix le plus bas possible quand on fait un appel d'offres pour la restauration scolaire, mais plutôt comme un investissement. C'est un investissement pour l'avenir, pour éviter d'avoir ce coût faramineux sur nos... On est en pleine période de budget. Nous, on serait ravis que la façon d'aborder ce budget-là soit au-delà de l'année qui vient, et bien par rapport aux économies qu'on peut faire à court, à moyen et à long terme. Et on a un point commun, hein, c'est comment est-ce qu'on fait de l'alimentation le premier des médicaments. Et ça, tu as raison, on a besoin aussi du soutien de tous. Voilà, on est tous ensemble, on est tous concernés, que ce soit du scolaire, de l'entreprise ou de la santé, par cet enjeu-là. Et ça pose la question des approvisionnements de qualité. Alors on sait que la loi Egalim vient apporter un cadre pour aller chercher des aliments, des ingrédients de meilleure qualité, durables, sous signe de qualité. Le sujet que la loi Egalim n'aborde pas, c'est la question de l'ultra-transformation. Et ça, c'est un sujet dont on a pu discuter avec plusieurs ministres de l'Agriculture qui se sont succédés ces dernières années. Et on sait qu'il y a un vrai enjeu, et on le voit dans l'étude qu'on a faite auprès des parents, qui appellent vraiment de leur vœu de la cuisine maison, sans recours à des produits industriels ultra transformés. Et nous, quand on est parents, c'est vrai qu'on a du mal à savoir quelle est la qualité des produits qui sont dans l'assiette de nos enfants. Et quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est pas facile d'aller sourcer des ingrédients en quantité pour la restauration collective, qui est quand même aussi éclatée entre plein d'opérateurs, plein de contrats. Et parfois, on a des qui sont un peu déroutantes. Je pense à des exemples que je cite dans mon livre. Le cordon bleu, tu en as parlé, c'est ma grande passion. On sait qu'aujourd'hui, quand le consommateur voit la composition des produits dans la grande distribution, il peut faire un choix éclairé. Nous, nos enfants sont à la cantine, on ne sait pas et on n'a pas le choix. Or, les industriels sont capables de faire des produits qui sont mieux-disants en termes de formulation. Et moi, je crois beaucoup au faire ensemble avec les fournisseurs, avec les opérateurs publics et privés. Et typiquement, le cordon bleu, moi, mes enfants, ils n'en avaient jamais mangé de cordon bleu avant d'aller à la cantine. Et je me dis que le cordon bleu, contrairement au brocoli, quand on le sert à la cantine, il finit dans l'estomac des enfants, il finit pas dans la poubelle, et qu'on a une responsabilité collective sur ces produits plaisir. Soit on se dit on n'en sert pas à la cantine du cordon bleu, et c'est OK, il y a plein de collectivités qui ont décidé de l'éliminer. Soit, si on le sert, alors on a une responsabilité collective de faire en sorte qu'il soit le plus vertueux possible, donc élaboré avec de la volaille française, sans polyphosphate, sans arômes artificiels, sans tous ces ingrédients qui viennent finalement dégrader la matière première agricole et habituer nos enfants à un goût qui n'est pas le goût du produit naturel. Donc sur ces sujets-là, comme sur les saucisses en tout genre qui cachent arômes, conservateurs, sucre, etc. Je pense qu'avec la force du SNRC et des acteurs qui la composent, il y a moyen d'aller travailler avec les fournisseurs pour des produits plus vertueux et de faire des économies d'échelle pour absorber le surcoût.
C'est bon, je l'ai récupéré. Christian Tête-Doigt, nous avons parlé de la restauration collective en général, Oui. un focus cantine scolaire, le personnel, les cahiers des charges. Ce qui se dégage de tout ça et qui fait la suite de nos discussions de ce matin, qui était plutôt apprendre, grandir, se soigner tout en mangeant, c'est qu'il y a un grand besoin de travailler ensemble, Oui. de l'ensemble des parties prenantes, qui vont, Marie-Pierre vient d'en reparler, des producteurs, des sociétés de restauration, des parents pour la dimension cantine, de l'entreprise, on va y revenir dans quelques minutes avec Michael Girard. Moi, je me tourne vers vous. Je parlais ce matin, il y avait Olivier Chaput qui était là, et je disais le rôle de la veste blanche. La veste de chef, qui est un expert, et qui aussi va rassurer. Puis finalement, c'est vous, je disais tout à l'heure, nous partageons ensemble une responsabilité collective qui est de prendre soin et de nourrir les autres. Mhm. Alors, j'ai une première question qui est volontairement, je dirais à la limite d'être un peu provoque. Est-ce qu'il y a, oui, il y a des restaurations, mais est-ce que finalement il y a des chefs? Pour moi, il y a un métier de chef. Mhm. Est-ce qu'on Oui, peut repartir mais de là ensemble? euh, Et comment est-ce qu'on fait du bon? Et comment est-ce que les vestes blanches peuvent aider à apporter, à faire du bon? Parce que ça, c'est le premier, c'est ce qui est le plus important. Hein. Si c'est pas bon, c'est pas manger. Ouais. Si c'est pas manger, nous, toute la brochette, là, tous ensemble, on n'a pas fait Je ne sais notre pas s'il y a boulot. beaucoup de chefs dans l'assistance, et donc c'est pas le cas, donc je le regrette. Je crois pas. Moi, effectivement, je fais un peu partie, je me sens un peu seul des fois parce que je me suis beaucoup intéressé depuis 7 ans maintenant à la restauration collective. Et je pense que c'est dans notre rôle aussi de chef étoilé d'aller donner un coup de main pour à la fois aider à former les équipes et à améliorer le quotidien. Parce que, on le sait, la matière première n'est pas toujours exceptionnelle. Donc, il faut, avec quelques petites astuces, essayer de la rendre un peu plus sexy pour faire en sorte que les enfants le mangent. Mais pas seulement les enfants, parce que je travaille aussi en milieu hospitalier et en EHPAD. Et donc, je veux dire, c'est pour ça que tout au long de la vie, effectivement, je pense qu'on a des petites choses à apporter. L'alimentation est différente, effectivement, quand on le fait pour un enfant, qu'on le fait pour un patient, qu'on le fait pour un résident en EHPAD. Donc, il faut s'adapter en permanence. Mais je crois que vraiment, le constat que je peux faire depuis toutes ces années, c'est que les collaborateurs en restauration collective ont besoin qu'on les accompagne, ont besoin qu'on les remotive, ont besoin qu'on leur montre un nouveau chemin qui est possible, avec peut-être un peu plus d'engagement, mais pour la plupart, ils sont volontaires. Il y a un vrai besoin de formation. On en a discuté avec Guillaume Gomez pour essayer de mettre en place un vrai CAP de restauration collective. Ça me paraît extrêmement important. Et je voudrais insister sur un point maintenant, c'est souvent la médiocrité du service et de la remise en température, souvent dans les écoles. Moi, je le vois notamment lors de la journée du grand repas, où on est partenaire avec Elior. Et je vois comment le travail est fait en aval. Et quand on le voit arriver après dans les assiettes des enfants, c'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on a préparé parce que les personnels de service font n'importe quoi. Et là, il y a souvent beaucoup moins d'engagement. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir La parole là-dessus. circule. Si vous voulez Non, reprendre mais moi, sur les contraintes techniques peut-être et Non, la les formation en contraintes tout cas. techniques, voilà, on parle beaucoup de formation et CAP de cuisine, en tout cas CAP sur la restauration collective nécessaire, formation de nos équipes nécessaire. Mais en effet, la remise en température, on peut faire un beau produit qu'on va redescendre à 3 degrés en moins de 2 heures. Dès lors qu'il arrive sur l'office, le restaurant, la remise en température et le service, parce qu'elle a aussi comment est-ce qu'on sert. Est-ce qu'on met une louche et on lance dans l'assiette la purée ou est-ce qu'on l'adresse correctement? Est-ce qu'on joue sur les couleurs de l'assiette? Enfin, cet enjeu de présentation, il est important. Priorité, le socle, c'est former nos équipes déjà bien cuisinées. Et après, en effet, il y a l'enjeu, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, de délivrer un service de qualité. David, vous aviez envie de compléter. Ah oui, je suis motivé là, j'ai une idée qui me vient. Je vais faire un petit peu d'histoire. La restauration collective, est-ce que vous savez à quel moment on a porté ce nom et quand est-ce que c'est apparu exactement? Le mot restauration collective. Les deux mots restauration collective sont apparus en fait avec la restauration carcérale. Voilà, on a commencé la restauration collective avec ce geste-là. Et puis pour arriver à cette synthèse, justement, on sait aujourd'hui que 80% de la qualité pressentie
de notre patient, client, c'est ce qui se passe dans son environnement, dans sa chambre. Donc, et c'est dur, hein, mais c'est les faits, 20% de la qualité qui va être pressentie, ressentie, elle vient de la cuisine centrale. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met 80% de nos investissements dans la cuisine centrale et seulement 20% de nos investissements dans ce qui se passe dans la chambre du patient. Donc, aujourd'hui, en tout cas, moi, sur le CHU de Poitiers, et aussi dans d'autres hôpitaux, on veut absolument développer ce qu'on a appelé l'hôtellerie hospitalière. C'est quoi ? C'est reprendre ce que nous avons laissé, c'est-à-dire reprendre la partie service, distribution, ce qui inclut aussi la remise en température. Isabelle April, vous avez envie de compléter ? Oui, moi je voudrais juste compléter par un mot, c'est que on le voit bien, la restauration collective, c'est un outil pour, on en parlait tout à l'heure, l'éducation, la transition alimentaire, etc. On est tous motivés pour acheter mieux, pour transformer mieux, pour servir mieux. Mais il y a un moment, il faut se rendre compte que tout ça a un coût. Et que quand la loi Egalim est sortie et qu'on nous a dit maintenant il faut 20% de bio, 50% de produits labellisés, moi je trouve choquant que des voix s'élèvent pour dire ça ne présente pas un surcoût. C'est-à-dire qu'on peut acheter du bio, du label, ça ne changera rien au coût. Non mais voilà, en fait on détruit de la valeur comme ça. En disant, non, on peut acheter mieux, et puis, on peut acheter des labels, mais ça coûtera la même chose que si ce n'est pas des labels. On peut respecter telle réglementation qui nous interdit le plastique, mais ça ne changera rien dans le fonctionnement. Il faut avoir conscience qu'une restauration collective de qualité, comme on le souhaite tous, ça a un coût. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut le considérer comme un investissement. Et il faut arrêter de considérer la restauration collective comme un repas qui peut coûter 2 € et ça choque personne. Donc voilà, je pense que... Christian Tête-Doigt, je vois que vous avez... Oui, non, mais je suis d'accord. Et d'autant que, surtout dans le milieu des EHPAD, le budget de restauration est souvent le budget de rajustement budgétaire. Et on arrive des fois au milieu du mois où il n'y a pratiquement plus de budget, notamment pour les fruits. Donc on sert de la compote en boîte, etc. Je trouve ça vraiment affligeant. Et la loi Egalim, effectivement, coûte cher. Elle n'est pas au point parce que d'abord, on n'arrive pas à trouver tous les produits nécessaires en quantité. Donc on est obligé sans arrêt de faire des pas de côté. On fait des commandes qui ne sont pas honorées par les fournisseurs. C'est un vrai bazar, cette loi Egalim. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Marie-Pierre Mambrive. Oui, pour rebondir sur la loi Egalim qu'on évoque souvent, moi, je trouve qu'elle fixe un cap qui est intéressant, mais que si elle n'est pas encadrée par une approche cohérente à 360 degrés, finalement, elle ne sert pas à grand-chose. Parce que si on achète des produits de meilleure qualité, mais qu'on les réchauffe dans des barquettes en plastique, finalement, les produits bio et autres, ils se gorgent en perturbateurs endocriniens. Le bénéfice, il est quand même mineur. Et puis, si ces produits de qualité, ils sont pas très bien cuisinés ou pas très bien réchauffés ou pas bien présentés et qui finissent dans une poubelle plutôt que de finir dans les estomacs de nos enfants, on a tout faux. Et je pense qu'on a un vrai enjeu à essayer de gommer cet écart entre l'intention et la réalité et arrêtez de penser que les enfants ou les convives mangent des cases de tableau Excel d'Egalim. C'est pas ça, en fait. Il y a un moment, il faut vraiment qu'on remette le convive au cœur de la réflexion et voir ce qu'on peut faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire par le bien, par le bon, travailler sur cette fierté collective à régénérer autour de cette restauration collective, que les fournisseurs soient fiers de fournir notre restauration collective, que les cuisiniers soient fiers d'y travailler, que les parents soient fiers d'y inscrire leurs enfants, que les enfants soient fiers de manger les assiettes qui y sont servies, que les cantiniers et cantinières qui servent. Moi, j'ai vu des cantinières servir des assiettes avec un air de dégoût. Savoir qu'elles ne mangent pas ce qu'elles servent et qu'elles le voient finir à la poubelle à 1 mètre du bout de la ligne de self. Ça, c'est d'une tristesse, mais qui est absolue. Et je pense qu'on a un vrai défi autour de ça, qui est un défi collectif dans l'intérêt des producteurs, des convives, des personnes qui travaillent dans la restauration collective et dans l'intérêt de notre planète. Allez, Christian Tête-Doigt, un petit je mot sais sur que le vous avez sujet. fait déjà... Et après...
Je suis complètement d'accord, hein. Et c'est vrai que, alors on a des contraintes des fois qui sont insupportables, notamment en milieu hospitalier, avec l'Agence régionale de santé. Il n'y a personne de l'Agence régionale de santé que je puisse passer un petit message personnel, non? Ils sont cachés. Parce que 240 grammes de nourriture dans un repas pour un patient qui a souvent pas envie de manger et à qui on sert des produits surgelés de mauvaise qualité, alors qu'on pourrait lui donner 120 grammes de produits de qualité pour le même budget, je trouve que c'est insupportable et qu'il faut qu'on arrive vraiment à faire bousculer cette obligation parce que ça devient... Enfin, Là, moi, je suis Mickaël Girard, je allez-y. suis complètement d'accord. Et on restera sur La avec vous réglementation ensuite. sur le GMRCN, les grammages obligatoires, nous contraint à les respecter. Et si c'est pas respecté, en plus, on a des pénalités. Oui. Et nos équipes qui ont 2 à 3 euros pour faire un repas, entrée, plat, fromage, dessert, du pain, tous les jours de l'année, moi, je vous dis, on a des magiciens aussi en cuisine qui assurent ces prestations. Oui, j'assume des fois passer pour un magicien parce que effectivement, vous voyez, la première année où j'ai travaillé en restauration collective, j'ai écrit 387 recettes et fait les mises au point, bien sûr, qui vont avec. Et tout ça en essayant de justement tenir compte de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire diminuer la quantité mais prendre que des produits frais. On y est arrivé contre l'avis de l'Agence régionale de santé. Pour l'instant, je ne suis pas encore en prison, mais pour autant, je sais qu'un jour, on aura forcément un retour de bâton. Oui, et puis il y a des idées toutes Marie-Pierre, simples, si rapidement. si Faut je qu'on puis me prenne un permettre, il y a sujet des ensuite. idées toutes simples qu'on a du mal à mettre en place parce qu'il y a quand même une inertie du système. Je vais en citer deux. Le pain, la qualité du pain qui est servi en restauration collective, c'est toujours le grand oublié. On n'a pas de budget pour le pain et on préfère jeter du pain de mauvaise qualité dans les poubelles ou nourrir les gens avec du pain avec un index glycémique haut sans aucun intérêt nutritionnel ni gustatif. Nous, dans notre étude, il y a 68% des enfants qui nous ont dit que ça leur arrivait de manger que du pain le midi, donc il y a quand même un sujet. Travailler avec nos artisans et fournir du bon pain. Et puis, un sujet sur lequel je me suis battue pendant 7 ans avant d'avoir gain de cause. Coupons les pommes, les poires, les oranges à nos enfants, aux personnes qui ont plus de mal à s'alimenter, parce que le nombre de fruits entiers ou à peine croqués qui finissent dans les poubelles, c'est dramatique. On pourrait acheter des fruits de meilleure qualité. Il m'a fallu 7 ans pour faire acheter des coupes-fruits à ma mairie pour que les enfants aient des quartiers de pommes. C'est quand D'autant même que lunaire. la pomme aujourd'hui, il faudrait en manger 20 pour avoir la pomme de la même qualité de celle qu'on mangeait il y a 40 ans en arrière. C'est un vrai sujet, la pomme, parce que du coup, en plus, on sert souvent à nos enfants des pommes qui viennent du Canada. J'ai rien contre les Canadiens, hein, mais qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous et qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs nutritives. Et nos pommes à nous qu'on produit en France, on va les vendre en Allemagne ou ailleurs parce qu'ils ont les moyens de les payer. On donne de la compote et les enfants savent voilà. plus croquer un fruit. Alors on va garder tous ces points. Mickaël Girard, je me tourne vers vous. On a parlé beaucoup de l'enfance, on a parlé de l'hospitalier. Je voudrais qu'on parle ensemble de la pause déjeuner, de tout ce qui se passe en entreprise. Le Covid a été un grand chambardement pour beaucoup de choses. Le télétravail s'est développé. La fréquentation dans les restaurants d'entreprise a baissé, ou en tout cas a chuté, a évolué. Et avec vous, autour de cette discussion et de la pause déjeuner, de ce lien, parce que c'est souvent ce qui est demandé par les collaborateurs et collaboratrices, et y compris par les plus jeunes qui rejoignent l'entreprise, c'est créer du lien avec les collègues. On a parlé de manger avec les copains pour l'école, mais c'est pareil pour manger avec les collègues en entreprise. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, et qu'à cette occasion aussi, on regarde comment ce métier de restauration collective évolue par ses propositions, en répondant aux besoins et aux envies des convives. Ici, plus de végétal, là, d'autres choses, des grillades, du poisson, peut-être des plats à emporter, à remonter dans les bureaux, des concepts que vous faites rentrer dans les restaurants d'entreprise. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on devrait parler de restauration collective pour la restauration d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on est passé d'avant Covid d'une restauration en silo dans l'organisation d'entreprise, plutôt de masse où on vous souhaitait arriver à midi, sortie de bureau, aller déjeuner tous ensemble et reprendre son job post-repas, à une restauration qui doit s'inscrire pleinement dans le projet d'entreprise. C'est un enjeu aujourd'hui où nos DRH nous disent, nos clients, je veux sortir des accords de télétravail. J'ai envie que mon collaborateur revienne naturellement sur le travail. Et vous, restaurateurs, vous devez être contributeurs au fait que mon collaborateur ait envie de revenir sur le travail. Donc il y a un enjeu fort de personnalisation de l'offre, d'agilité, de sortir aussi d'espaces de restauration, d'aller aussi vers les espaces plus proches des collaborateurs dans les bureaux, de donner aussi des possibilités d'adapter l'offre en fonction du moment de la journée et en fonction du collaborateur avec de la personnalisation, qu'on soit très agile,
qu'on accompagne quelqu'un qui va préparer un marathon, mais celui aussi qui va être en récupération du marathon, celui qui le lundi se met en mode détox parce qu'il a fait la fête le week-end, mais en même temps procurer du plaisir le vendredi à ceux qui veulent se faire un burger Coca entre collègues. Donc il y a un enjeu fort d'adaptation de notre offre et de personnalisation en tout cas à l'environnement dans lequel on est. Donc la restauration qui était précédemment ouverte de 12h à 13h30 en entreprise, aujourd'hui ça reste un espace qui est ouvert toute la journée, dans lequel on peut échanger avec les collègues, prendre un café, mais également travailler. Christian, vous voulez dire quelque chose? Et après, je vais faire circuler le micro pour les questions du public. Moi, quand je suis en restaurant d'entreprise, des fois, j'ai l'impression que les gens ne mangent pas chez eux. C'est hallucinant les portions qu'ils vous réclament. C'est assez impressionnant. Donc, on a mis pas mal de choses en place pour justement essayer de lutter contre ça, avec bien sûr davantage de produits frais. Essayer effectivement, comme vous dites, d'étendre l'offre, donc avec une partie plus snacking qui va aller vite, une partie plus restauration traditionnelle, une partie un petit peu goûter l'après-midi. Hein. Et puis alors, ce qu'on a mis en place aussi, c'est les restes. Donc on fait ce qu'on appelle la cocotte, et que les gens peuvent emmener le soir chez eux. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de cuisiner le soir et qui n'ont pas pu goûter tous les plats qu'on a fait. Donc plutôt que d'essayer de les repasser le lendemain en les travestissant un peu n'importe comment, on préfère que ça soit tout parti le jour même. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Elle est riche, cette table ronde, elle est riche. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a des questions pour nos contributeurs et contributrices de cet après-midi? Venez contribuer, comme ça il n'y a pas de questions. Vous êtes en sieste, c'est la pause postprandiale. Madame, avec plaisir, merci d'être au rendez-vous encore une fois. Moi, j'avais une question pour la restauration collective, plutôt pour les enfants, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu autour de l'environnement de dégustation, si je puis dire? On a l'image d'une cuisine très froide, du carrelage, des tables très blanches, même les assiettes, les couverts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu là-dessus pour faire passer aux enfants un bon moment où on a envie aussi de rester à table avec les copains et de manger l'assiette en entier? Merci pour cette question. Alors, nous, le premier facteur environnemental qui nous paraît essentiel, c'est le bruit. On a vu dans l'étude qu'on a faite auprès des enfants, ceux qui n'aiment pas la cantine, ils sont 45% à nous dire que c'est à cause du bruit. Notamment les plus petits. Donc il y a vraiment quelque chose. Et également les enfants qui habitent en zone rurale. Alors je ne sais pas si c'est les Parisiens ou les enfants des grandes villes sont plus habitués au bruit, mais en tous les cas, ça gêne vraiment l'expérience de dégustation et puis aussi l'expérience sociale, hein, parce que quand ça crie, c'est compliqué. Ensuite, vous avez peut-être des souvenirs aussi de cantine d'odeur de détergent, de l'éponge qui sent mauvais sur la table. Moi, c'est un de mes souvenirs de cantine d'enfants. Mais bien sûr, le cadre, quand on voit certains réfectoires qui sont très hauts de plafond, ça ne crée pas l'espace un peu cocooning pour se connecter à son assiette. On a de la vaisselle qui fait du bruit, on a des assiettes blanches et plates dans lesquelles effectivement on met une louche, un truc. Alors ceux qui souffrent beaucoup de ça, c'est les plats végétariens. Parce que si vous allez manger un dal dans un restaurant indien, il vous est servi dans un petit caclon avec une petite feuille de persil. Qui fait splouch. Et la lentille qui fait splouch, qui est marron, qui peut-être parfois est trop réchauffée et un peu pâteuse, ça n'aide pas. Et on a vu dans notre étude, les plats que les enfants aiment le moins, sans surprise, c'est les plats de légumes cuits et les plats végétariens. Donc ça, je sais qu'il y a des tests qui sont faits pour faire rentrer des bols dans les cantines scolaires, travailler sur de la vaisselle qui fait moins de bruit, etc. Et puis les collectivités, dans la rénovation des réfectoires ou dans la construction de nouvelles écoles, font de gros efforts sur l'environnement pour créer des espaces cloisonnés et un cadre plus sympa. Merci, on était presque d'accord avec Marie-Pierre jusque-là. Mais je veux quand même nuancer. Non, mais on a des collectivités, des clients aujourd'hui qui adaptent l'environnement de la restauration, qui travaillent sur tout ce qui est nuisance sonore, et qui ont agrandi les plages aussi d'ouverture des restaurants pour aussi que ce soit un peu plus calme. Et
le steak de soja qu'on servait il y a 10 ans, dès lors qu'on nous demandait un repas végétal dans les cantines scolaires, ça a bien évolué quand même. On a aujourd'hui des recettes, on travaille des burgers végétales, on travaille des choses très sympas autour du végétal. Et quel que soit le prestataire de restauration, aujourd'hui, on a quand même tous évolué sur cette offre du végétal. Et je suis d'accord, hein, mais de temps en temps, c'est pas très Ils appétissant. sont d'accord. Une autre question avant de clôturer cette Il y a table des ronde. cookies aux haricots blancs, c'est formidable. Et c'est délicieux. Bon, je crois qu'il est temps de clôturer nos échanges. David, vous aviez envie de dire un Ah petit non, mot? moi je termine juste. Non, mais Allez. un seul mot. Allez. On a toujours tous parlé de qu'on mangeait mieux ensemble, que la restauration c'était le lien à la vie, et ça porte un mot, ça s'appelle la commensalité. L'art de bien vivre et de bien manger ensemble. On va clôturer avec ce mot. Je vous remercie pour vos contributions. Dans le désordre le plus absolu, David Briand, je vous remercie. Vous êtes président de l'Union... Excusez-moi, le titre est un petit peu long. Pour ne pas l'écorcher, j'y retourne. Président de l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration. Michael Girard, vous êtes le directeur général d'Elior France. Marie-Pierre Mambrive, autrice, et pas que, mais autrice de Mission Cantine Scolaire. Préfacé par le chef Régis Marcon. Préfacé par Régis Marcon, qui est extrêmement investi, dans le végétal, enfin la cuisine plus végétale, et 2, la formation dans toutes les dimensions de nos métiers. Isabelle April, vous êtes la présidente du SNRC, le syndicat national de la restauration collective. Christian Tête-Doigt, chef, un des meilleurs ouvriers de France, restaurateur étoilé à Lyon et président des maîtres cuisiniers de France. Pour ma part, Antoine Violette, directeur des éditions BPI. Nous sommes spécialistes des ouvrages de formation pour nos métiers. Je vous invite à rester avec nous. Dans quelques minutes, va démarrer une autre table ronde, alimentation et obésité infantile, qui est un très très grand sujet de façon générale et ces jours-ci en particulier. L'UNICEF a publié son rapport, l'obésité infantile est la première cause de malnutrition devant la sous-nutrition. Et c'est Grégory Gilbert qui est là, qui est pharmacien, mais qui est également le fondateur de It's OK, qui va animer cette table ronde.